Au début du mois de février et même au mois de mars, en tout cas, le Sénégal a connu des soubresauts, une crise politico-judiciaire. Pourtant, les auteurs, les personnes averties, avaient averti, mais également avaient demandé à ce que l'on se penche réellement sur la situation économico-sociale du Sénégal. Aujourd'hui, Yatma Gueye avait déjà publié un ouvrage Reconstruire le Sénégal. Monsieur Gueye, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Monsieur Top. Je salue tous les éléments de l'édition Harmattan et je salue tous ceux qui vont nous suivre à travers votre édition. Aujourd'hui, on parle de la reconstruction du Sénégal aujourd'hui plus que jamais. Vous en aviez parlé. Quelle lecture faites-vous de la situation suite aux événements récents? Alors, je vais dire simplement que je ne m'étonne pas de ce qui est arrivé. Ah bon? Je ne suis pas étonné dans la mesure où j'avais averti que le Sénégal était un pays en crise. Un pays en crise dans la mesure où il est gouverné selon des normes qui ne lui sied pas, selon des normes qui ne sont pas adaptées au mode de société qu'il constitue. Donc le Sénégal est un pays à part et qu'il faut gouverner correctement avec des règles qui sied à sa contexture, à sa manière d'être, à son histoire et à tout ce qui le constitue en tant que pays. J'ai dit tantôt dans cet ouvrage que je ne suis pas de ceux qui croient que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement et qui serait valable pour tous les pays. Il y a des manières de procéder, il y a beaucoup de qualités dans la démocratie, mais c'est une forme de gouvernement qui exige. Est-ce que d'ailleurs on peut parler de démocratie? Est-ce qu'il ne peut pas y exister des démocraties, c'est-à-dire chaque démocratie adaptée à une particularité sociale, à une particularité sociétale? Tout à fait, tout à fait. Il y a une diversité, si l'on peut dire, même dans la démocratie, mais qui repose au moins sur un même principe, à savoir l'égalité de tous les individus devant la loi. Parce que c'est à partir de la loi que naît la légalité et c'est en ce moment-là qu'on peut dire voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas. Et pour que les individus reconnaissent une même légalité, il faut un point de départ qui est la Constitution. Cette Constitution, on n'y touche pas. Mais si chacun vient faire la Constitution qu'il veut pour lui, pour son système, pour son gouvernement, et qu'un autre vient faire la même chose, en ce moment-là, on peut s'interroger sur l'existence même d'une constitution. On va en revenir. Aujourd'hui, l'on parle de crise institutionnelle. Est-ce que vous pensez que nos institutions, telles que représentées, telles que perçues, ne reflètent pas nos réalités sociales? Tout à fait. Je suis tout à fait d'avis qu'il faut reprendre les choses dès le départ. Parce que nous avons hérité d'institutions qui ne correspondent pas en réalité à nos valeurs, à nos manières d'être. Et c'est pourquoi, d'un certain point de vue, un certain nombre d'individus de la société ne se reconnaissent pas dans les lois qui nous gouvernent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous verrez que dans certains cas, les gens ont tendance à se faire justice eux-mêmes. Et ce n'est pas normal dans une société organisée, structurée, bien constituée, que des individus, des citoyens ou des groupes d'individus puissent décider de passer outre la loi et de créer leur propre loi à eux. Ce n'est pas normal. Sur quelle base, puisque vous avez écrit cet ouvrage-là, Reconstruire le Sénégal, on peut dire que vous aviez en tout cas prédit malheureusement ce qui est en train de se passer au Sénégal. Quel était votre angle d'analyse, votre angle de perception pour avoir à juste raison aujourd'hui prédit ce qui se passe au Sénégal? Alors, je vais vous dire que je suis observateur. Et depuis des décennies, j'observe ce qui se passe dans ce pays. J'ai été peut-être à l'étranger, ça n'a pas trop duré, mais j'observe ce qui se passe dans ce pays en fonction de la manière de faire des autres pays. Nous avons toujours tendance à nous comparer aux grandes nations. Quand quelque chose se passe ici, les gens disent regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vous n'entendez personne dire regardez ce qui se passe au Togo ou au Bénin. Et donc, nous avons une conception de nous-mêmes qui est un peu excentrée
par rapport à nos propres réalités. Il faut donc revenir à de meilleures proportions et pour ce faire, il faut que nous sachions qui nous sommes et où nous voulons aller. Ce qui n'est pas encore clair dans la conscience de chacun. Nous avons hérité d'une colonisation occidentale, mais aussi d'une colonisation arabe. Exact. Et nous sommes au confluent des deux. Et nous ne savons pas maintenant quel genre d'individu nous devons être. Êtes-vous en train de dire que nous ne connaissons toujours pas notre identité? C'est le problème majeur. C'est le problème majeur. Nous ne connaissons pas toujours notre identité et nous ne savons pas nous situer dans l'histoire de l'humanité. Nous avons tendance à nous projeter vers des modèles occidentaux qui ne valent pas pour nous. D'autres vont se projeter vers des modèles arabo-asiatiques qui ne valent pas non plus en totalité pour nous. D'accord? Il y a des choses que nous pouvons prendre ici et là, mais il y a un fond qui est le nôtre. Et c'est sur la base de ce fond-là qu'on peut partir de ce que l'Occident ou l'Asie, etc., peut nous apporter. Hein, il faut s'enraciner d'abord avant de s'ouvrir. Sinon, c'est la culturation, c'est le déracinement. Et là, on perd ses valeurs, on perd ses repères et on peut faire n'importe quoi. Vous avez parlé dans votre ouvrage un projet d'une nouvelle constitution. Nous avons vu qu'au Sénégal, en tout cas, chaque régime avec une constitution nouvelle, peut-être en vue d'améliorer la situation des Sénégalais, les règles et les normes. Pensez-vous que ces constitutions même, en tout cas remodelées, suffisent à établir notre cohésion et notre stabilité sociale, ou bien vous pensez que nous devons avoir une constitution nouvelle, référentielle et intouchable? Et pérenne. Et cette constitution-là ne sera pas le fait des politiciens. Elle sera le fait d'abord de ce que j'appelle les philosophes, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent sur le sens de l'existence humaine, sur le sens de l'existence d'une société donnée, et qui, en collaboration avec les sociologues qui vont analyser l'état des lieux, comment les gens vivent et pourquoi ils vivent de cette façon, à partir de ce moment, nous pourrons faire appel aux juristes qui vont établir des règles, de droit. Est-ce que vous comprenez? Exact. Parce que si la loi ne correspond pas à l'esprit de la loi, en ce moment-là, elle devient un handicap pour la société. Or, une loi handicapante va créer plus de problèmes qu'elle aurait dû en résoudre en réalité. Aujourd'hui, l'on parle de pouvoir exorbitant du président de la République. Vous, dans votre ouvrage que vous avez publié en 2020, n'est-ce pas? Vers décembre. Oui. Vers décembre 2020, vous y avez parlé d'un projet, d'un mode de désignation authentique du président de la République avec définition de ses missions ainsi que de ses attributions. Je vais revenir sur ce chapitre. Oui, alors là, le problème consiste à montrer que la plus grosse partie du conflit résulte de cette élection présidentielle. Quand on élit un président, l'élection elle-même, elle est budgétivore. On met un nombre incalculable de moyens dans une élection qui, à l'arrivée, ne produit rien de bon. Les partisans disent oui, c'est bien, il a gagné. Les opposants disent non, il n'a pas gagné. Il y a eu telle chose, il a eu telle chose. Et à chaque fois, on constate qu'il y a des manquements qui prouvent que d'une certaine manière, même si la légalité est avec celui qui est élu, mais la légitimité a été piétinée quelque part. Donc, ce système-là a montré ses limites. Et à chaque fois qu'il y a des élections au Sénégal, il y a des difficultés. On est allé jusqu'à l'assassinat d'un juge, on est allé jusqu'à des émeutes en 88, on est allé jusqu'à, etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, le pays est secoué pendant plusieurs mois. Les uns veulent coopter, entrer dans l'équipe qui a gagné parce qu'il y a des choses à se distribuer. Exactement. Les autres sont en conflit parce qu'ils n'acceptent pas. Ils auraient souhaité que dans une démocratie, ça ne se passe pas comme ça. Dans une démocratie, c'est la loi de la majorité. Une fois que le vote est fini, c'est fini. On n'en parle plus. Ceux qui ont perdu sont les mêmes que ceux qui ont gagné. Ils se sont fait entendre, on les a compris. Le point de vue majoritaire est sorti et c'est fini. On passe à autre chose jusqu'aux prochaines élections. On ne passe pas toute sa vie à faire une élection présidentielle.
Or, ici, dans ce pays, le pays est tout le temps en campagne électorale. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il veut attirer l'attention sur lui. Il veut qu'on lui prête attention et pour qu'il prépare la prochaine élection. Alors, l'élection présidentielle est un problème. Moi, j'ai considéré que puisque c'est un problème et qu'on ne peut pas s'en sortir si nous continuons à faire les mêmes choses, le chef de l'État décide de lui-même s'il doit aller au troisième mandat ou s'il ne doit pas y aller. Or, cette décision ne lui appartient pas dans une démocratie. Exact. Il y a des structures. Un État doit être structuré. Il y a des instances qui disent, voilà, à partir du moment où la Constitution a calé telle et telle chose, voilà ce qu'il y a possibilité de faire ou de ne pas faire. Mais on ne peut pas simplement donner la liberté à un chef d'État de dire que c'est moi qui décide, c'est moi qui fixe les règles. Ah non, le chef d'État, ce n'est pas un roi. Il a été élu parmi d'autres. Peut-être même qu'il n'est pas le plus compétent, mais c'est lui que les autres ont choisi. On suppose il n'est que légataire d'une souveraineté qui ne lui appartient pas, dont il est simplement dépositaire, provisoire et révocable. N'est-ce pas? Mais pour le révoquer, il faut que les structures fonctionnent. Alors aujourd'hui, vous parlez de redéfinition des attributions du président de la République. Selon vous, aujourd'hui, quelles doivent être réellement les attributions d'un président de la République? Alors, un président de la République, c'est le chef de l'exécutif. Mais ce n'est pas le chef de la magistrature. En effet. Ce n'est pas le chef de l'Assemblée nationale. En principe. Sinon, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et s'il n'y a pas de contre-pouvoir, le chef d'État, il est tout puissant. C'est un roi en miniature. Parce que le roi, il ne doit de compte à personne. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas en face de lui des citoyens, il a en face de lui des sujets. Pourtant, chez nous, on parle de l'Assemblée nationale avec en tout cas le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Oui. Pensez-vous que tout ceci n'est que forme, mais qu'en réalité, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de pas du tout. L'Assemblée nationale, chez nous, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. À chaque fois que le président veut faire passer une loi, il a sa majorité mécanique et ça passe comme lettre à la poste. Donc, justement, vous avez parlé de mode d'élection, en tout cas des députés, le choix qui doit être fait et ce mode-là. Comment le définissez-vous? C'est fondamental. Aujourd'hui, le député, il est élu parce que son nom figure sur une liste. Ceux qui votent pour lui ne le connaissent pas. Ils ne savent pas pour qui ils ont voté. Ils ne savent pas pour qui ils ont voté. La dernière fois où je me suis mis à voter, j'ai vu la liste pour laquelle j'allais voter, j'ai failli y renoncer. Parce que j'ai vu des noms de personnes qui, si c'était individuellement, je n'aurais jamais voté pour eux. Mais j'ai quand même voté pour la liste, parce que c'est la liste. Et donc ces individus sont devenus des députés, malgré tout. Alors qu'ils n'ont pas la carrure, ils n'ont pas vraiment l'étoffe pour représenter dignement les populations sénégalaises. Donc il faut choisir les députés. Comment? Et ce sont ceux qui votent qui doivent les choisir individuellement. Donc il faut changer le mode de vote de désignation des députés et en fonction de leur circonscription locale, régionale, etc. On va dire voilà, pour ces circonscriptions, il y a tant de postulants et on va voter pour ces postulants-là. Que les élections législatives soient quand même moins formelles que ce qu'il y a aujourd'hui, où n'importe qui peut être député et où un député se permet de dire « je suis le député du peuple ». Comme si on pouvait être député d'autre chose que du peuple. Est-ce qu'on peut être député du président de la République? Et pourtant, il y en a qui le disent souvent. Nous l'avons déjà entendu. Donc, vous voyez à quel niveau nous sommes dans le sous-développement institutionnel. Hein, quelqu'un qui dit « je suis député par la volonté du président de la République », c'est dramatique. Hein, c'est dramatique, c'est ironique à la limite. Hein, c'est tragique. Quand quelqu'un d'un pays développé entend cela, mais il se met à rire. Il se met à rire parce qu'il dit voilà des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il faut donc redéfinir tout cela pour qu'on comprenne de quoi nous parlons, sur quoi nous nous appuyons et où nous voulons aller. Un député, il doit conduire une politique, il doit représenter une volonté populaire pour aller vers la réalisation de tels et tels objectifs. Et s'il n'en est pas capable,
ce n'est pas un député. Quand un député va jusqu'à dire qu'il faut massacrer ceux qui sont contre le président, quand même, ces gens-là ne doivent pas être des députés. Je rappelle juste, chers internautes, que notre invité du jour est Yatma Gueye, l'auteur de l'ouvrage « Reconstruire le Sénégal ». Cet ouvrage est une tentative de réponse à une situation marquée par un conflit social endémique. Tout au long de l'ouvrage, l'auteur s'investit dans la recherche de solutions aux conflits qui minent le Sénégal depuis les indépendances. Son investigation le conduit à une approche rationnelle des problèmes de société et à constater que l'essentiel des problèmes vécus par les populations était de nature institutionnelle. M. Gueye propose des solutions de même nature. Aujourd'hui, vous avez également parlé du pouvoir judiciaire. Vous avez parlé également de réformes. Et finalement, dans cette affaire-là même, quand on en revient maintenant à l'actualité, nous voyons que peut-être tout est parti de là, de la confiance entre le citoyen, le peuple pour faire court et la justice. Cette déconnexion-là n'est-elle pas aujourd'hui à l'origine de nos conflits? Je ne voudrais peut-être pas trop m'avancer dans ce domaine-là, mais il est évident qu'il y a un dysfonctionnement de la justice dans ce pays. Il y a une justice à deux vitesses, il y a une justice à plusieurs vitesses, il y a une justice qui ne joue pas son rôle. Dans certains cas, les juges font bien leur travail quand il n'y a pas immixtion de la politique. Parce que nous avons de bons juges, nous avons de bons juristes, nous avons de bons constitutionnalistes et tout cela. Mais dès que la politique intervient, tout cela disparaît. Et on est dans un système incontrôlable, dans un système à la limite même inqualifiable. Et je crois que le Sénégal, avec son niveau, son aura internationale et tout cela, aurait dû dépasser ce moment-là. Mais malheureusement, on revient à des pratiques coloniales ou peut-être néocoloniales. Hein, le système judiciaire est fondamental dans une démocratie. Parce que même l'action du chef de l'État est contrôlée par les juges, par les magistrats. Si le chef de l'État va au-delà de ce que lui permet la loi, le juge le rappelle à l'ordre. C'est ça le contre-pouvoir. Mais si le juge est là aux ordres du président, met celui-ci en prison, il le met, sort celui-là de prison, il le sort, ce n'est plus de la justice. Donc on n'en a pas besoin. Il faut qu'on réforme tout cela et ce n'est pas seulement la volonté du chef de l'État qui doit le faire, mais des institutions et des règles calées, fixées une fois pour toutes par la Constitution qui montrent que le chef de l'État n'a pas de prise sur le pouvoir judiciaire, ni sur le pouvoir législatif. Il ne peut que proposer une loi et cette loi, elle est examinée par des individus compétents, pas par des partisans. Un partisan, il n'est pas compétent. On ne le choisit pas pour sa compétence, on le choisit parce qu'il est avec nous. Il ne va pas nous contredire. Hein, ça, c'est subjectif. On ne gouverne pas une démocratie dans ces conditions-là. Une démocratie n'est jamais parfaite. Elle est toujours perfectible. Exactement. Mais pour qu'elle soit démocratie, pour qu'elle mérite le nom de démocratie, il faut qu'elle ait des institutions. Ce ne sont pas les hommes qui gouvernent. Les hommes passent. Les institutions demeurent. D'accord ? Et pour cela, il faut nécessairement que ces institutions soient dignes d'intérêt. Il faut les fomenter, il faut les construire ensemble. Et cela à partir de la volonté populaire. Nous avons des populations qui ne se prêtent pas au jeu démocratique parce que ne comprenant pas ce que ça veut dire. Si vous avez 52% d'analphabètes dans un pays, comment vous pouvez être une démocratie ? La démocratie suppose un égal niveau d'information de tous les individus. Mais si j'utilise ce que je sais pour vous embrouiller parce que je sais que vous ne savez pas, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie. C'est de la tromperie, c'est de la tricherie, c'est n'importe quoi. Hein? Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'on ait les mêmes niveaux d'information. Vous savez ce qui se passe, je sais ce qui se passe. Je vous propose ceci, vous me dites « Ah non, parce que moi, je crois qu'on pourrait faire mieux en optant pour... » etc. Voilà, en ce moment-là, chacun a la liberté de s'exprimer. Aujourd'hui, quel est le rôle des partis politiques dans la reconstruction de ce Sénégal que vous proposez? Dans la reconstruction du Sénégal que je propose, il faut éliminer les partis politiques. Il faut éliminer les partis politiques
parce qu'ils ne servent qu'à deux choses. Soit entrer dans le partage du gâteau, soit contrer ce partage-là. Je suis dedans, je prends ce qu'on me donne, je ne suis pas dedans, j'écris au scandale. Et donc tout cela contribue à alimenter le conflit social. Est-ce qu'on peut réellement penser quand même à la suppression des partis politiques? Ne faudrait-il pas les réorganiser avec une très bonne formation à l'école, ce qu'on appelle à l'école du parti? Vous savez, nous sommes un pays de 6 millions, il y en a qui parlent même jusque de 17 millions d'habitants, dont la moitié n'a pas 25 ans. Et dans ce pays-là, nous avons plus de 300 partis politiques. Plus de 300 partis politiques qui veulent quoi? D'où la rationalisation que je propose. Ça n'a pas de sens. Alors, si on devait rationaliser, on va supprimer les uns et conserver les autres. Peut-être il y a des normes. Il y a des normes sur lesquelles devrait se baser peut-être. Est-ce qu'ils vont être d'accord pour dire, moi, je vais supprimer mon parti pour adhérer au parti de l'autre? Donc, de toute façon, ces partis-là, on ne sait pas ce qu'ils valent. Nous avons eu de bons partis politiques d'un point de vue structurel, organisationnel et tout. Ils n'ont jamais fait 5% dans une élection. Les partis de gauche, c'était les partis les plus structurés. Ils n'ont jamais fait 5% dans une élection. Nous avons vu dernièrement, avec l'euphorie des jeunes, des partis que l'on n'attendait pas, peut-être incarnés par une idéologie administrative qui aujourd'hui est en train vraiment en tout cas nous ne parlerons pas en tout cas de révolutionner la politique, mais en train de capter les masses. Aujourd'hui, quelle lecture vous en faites? Oui, c'est-à-dire que dans une situation de conflit où chacun sent une frustration, chacun est en colère en quelque sorte, n'est-ce pas? Pratiquement tout le monde est en colère et chacun veut quelqu'un qui cristallise cette colère-là et qui lui donne une forme acceptable et une forme qui n'outrepasse pas certains droits et certaines libertés. Alors on est enclin à suivre cette personnalité parce que nous nous reconnaissons dans le combat qu'il mène. Mais ça peut être un feu de paille, ça peut durer aussi. Ça peut être un feu de paille, c'est-à-dire que dans l'urgence, dans l'action, on est toujours avec lui. Et quand cela s'arrête, quand les choses se tassent, tout le monde retourne chez lui. Ça, ce n'est pas structurant. C'est simplement une manière conjoncturelle de répondre à une situation. Mais on voit bien qu'il y a un mal-être social dans ce pays et une mauvaise compréhension de la liberté d'expression, une mauvaise compréhension du pluripartisme. Le pluripartisme sert à éviter la pensée unique du parti unique. Mais ce pluripartisme devient un multipartisme sauvage, en ce moment-là, ça montre qu'on n'en a pas besoin véritablement, c'est un échec. Êtes-vous optimiste quant à la suite de ces événements, mais surtout quant au décollement économique du Sénégal? Pour ce qui est du décollement économique, il dépend de certains choix qui relèvent d'abord de la formation de ceux qui doivent faire décoller cette économie-là. Mais si on les considère comme du menu fretin, des gens qui n'ont pas leur mot à dire, en ce moment-là, ce décollement-là me pose problème. Je ne suis pas confiant dans ce décollement économique, dans cette situation-ci, n'est-ce pas? Si les choses ne changent pas structurellement, si l'organisation de la société n'est pas modifiée, je ne crois pas qu'on ira vers le développement économique. Parce que le problème n'est pas d'abord économique, il est d'abord humain. Si vous n'avez pas des ressources humaines de qualité, si vous n'avez pas formé votre jeunesse à affronter le monde et à résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée, en ce moment-là, votre jeunesse sera passive. Elle va se contenter de suivre des modèles qui ne lui vont pas. Si vous portez des chaussures plus grandes que votre pied, vous ne marcherez pas correctement. Moussa Gueye, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et je voudrais peut-être lancer un message à ceux qui nous suivent, à savoir que si les sociétés occidentales se sont développées, c'est parce qu'elles mettent l'accent sur la connaissance. Quand un savant, quand un chercheur publie quelque chose, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il a publié et qu'est-ce qu'on peut en tirer.
Dans nos sociétés, quand quelqu'un publie un ouvrage, ce sont ses amis, c'est sa famille qui achète le livre et qui le dépose quelque part. Ils ne le lisent même pas. Et ça n'est pas porteur de développement. Il faut être curieux, d'une curiosité scientifique. Et c'est cela qui permet le développement d'un pays. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui a été produit. Mais passer sa vie à raconter des histoires sur les réseaux sociaux, ça ne développe pas un pays, je regrette. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci beaucoup, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. C'était Yatma Gueye dans son ouvrage Reconstruire le Sénégal. À la prochaine. Merci.